Écran.fr, le podcast, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Lost. Ça fait 6 ans, voilà, 6 ans, jour pour jour presque, que le premier épisode était diffusé à la télé américaine. Adopi, évidemment, vous y avez échappé pendant 2 semaines, je crois bien. Et donc là, il faut vraiment... on n'y peut rien, on vous avait prévenu. Voilà, vous allez en bouffer. Le chronophage, la minute même, avec un mème historique qui s'appelle Pédobert. On vous expliquera... C'est assez impressionnant quand même. Voilà, c'est quand même un des principaux mèmes d'Internet. YouTube qui rentre au musée Guggenheim avec une sélection de vidéos créatives qui s'appelle YouTube Play. Ils s'en sont à la présélection. Et on finira avec Wikipédia en français qui fête son 1 000e article. Oui, le 1 000e. Et on avait parlé, il y avait des paris sur cette date. Enfin voilà, on y reviendra et on finira évidemment par le trailer de la semaine. Mais je vais commencer en accueillant l'équipe d'écran.fr. Alexandre Herveau, bonjour Alex. Bonjour, ouais. Et Andrea Fradin, bonjour Andrea. Bonjour. On commence évidemment avec la minute même. Alors la minute même, non pas du tout, pas du tout. Avec l'internet bullshit. Avec l'internet Plutôt. bullshit, avec l'internet bullshit évidemment. Donc là c'était Franck Riester. Qui est Franck Riester? C'est le plus jeune député de l'Assemblée nationale et c'était notamment le rapporteur de la loi création et internet, donc Adopi, au moment de sa discussion à l'Assemblée nationale. Il était reçu chez Ménard sur iTélé et donc il parlait de Adopi et donc à un moment il explique qui souffre effectivement du téléchargement, qui en pâtit. On l'écoute. Toutes celles et ceux qui vivent de ces filières culturelles, c'est-à-dire des dizaines de milliers de personnes dans notre pays. Que je sache, leur chiffre d'affaires, il n'a pas diminué. Si, le chiffre d'affaires de la musique, par exemple, a été divisé par 2 de 2003 à 2008. Il y a 450 000 films qui sont téléchargés illégalement par jour dans notre pays. Ouais. Et donc, il faut arrêter ce type de comportement. Voilà, donc... Pourquoi avoir sélectionné cet extrait dans l'internet bullshit? C'est parce ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve donc ces chiffres, toujours les mêmes, sur lesquels s'appuient les députés ou le législateur pour valider l'Adopi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre de 450 000 films téléchargés chaque jour, il faut remonter à 2008. C'est-à-dire que depuis 2008, ils sortent toujours les mêmes chiffres. Et donc, ce chiffre de 450 000 films par jour, c'est un chiffre de l'ALPA, donc qui est l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, donc totalement neutre dans ce sujet. Nous sommes d'accord. Et déjà, c'était en août 2008, je crois, c'était durant l'été 2008 qu'ils ont sorti ce chiffre. Et le Frédéric Delacroix, qui était alors directeur général, disait: nous sommes face à un phénomène majeur qui peut mettre en péril l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, parce que 450 000 films par jour, quand même, c'est quand même impressionnant. Sauf que, alors évidemment, on n'est pas allé vérifier, on n'a pas compté avec nos petites mains les 450 000 films. Non. Mais alors, la même année, c'était assez intéressant, et il avait oublié, malencontreusement de le préciser, que la fréquentation, le nombre d'entrées en salle en 2008 avait augmenté de 2,5% et que la vente de DVD avait augmenté de 2,1%. Donc alors là, le cause à conséquence, le péril, on ne voyait pas trop. Et on peut se dire, bah oui, mais c'était en 2008, il était visionnaire, donc il avait prévu le futur. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé en 2009? 2009, c'est juste la plus grande année du cinéma en France en termes de fréquentation, avec 200 850 000 entrées, un record depuis 27 ans au cinéma en France. Et après, donc, je vais aller rapidement, mais sur l'industrie de la musique, ce qui est intéressant, c'est qu'on choisit toujours ces chiffres. Les gens qui donnent des chiffres choisissent les chiffres qu'ils donnent. On peut aussi prendre le chiffre de la SACEM, parce que c'est quand même la protection de droits d'auteur, Adopi, c'est quand même ça son but premier. Et la SACEM, c'est l'organisme qui est chargé de répartir tous les droits aux différents artistes, aux compositeurs, à l'auteur, voilà. Et en fait, en 2008, ce n'est pas, donc soi-disant l'industrie de la musique avait baissé de moitié. Alors on parle d'industrie. Là, en droit d'auteur, il y avait une diminution de seulement 0,4%. Alors là, encore une fois, on peut se dire, mais oui, mais les années suivantes, ça s'est aggravé parce que le téléchargement, vous comprenez. En 2009, en fait, il y a eu une augmentation donc des répartitions de plus 1,58% et la partie aux ayants droit a augmenté de 5,6% en 2009. Voilà. Et tout ça, c'est fait partie des mutations de l'industrie de la musique. Certes, il y a moins d'albums qui se vendent, mais d'un autre côté, il y a le live qui est absolument florissant. Il y a tout ce qui est synchro. Fait une formidable transition parce que alors là, c'est le
le côté assez intéressant de l'intervention de Frank Riester chez Robert Ménard, c'est que en fait, le téléchargement légal se porte plutôt bien, on l'écoute. Les comportements ont changé puisqu'il y a une explosion du marché du téléchargement légal dans notre pays, ce qui donne de la rémunération aux médias culturels. Voilà. Deuxième point, il faut... Alors on le coupe un petit peu parce que il parle beaucoup, je suis désolé pour le cut, donc on n'arrive pas trop à comprendre parce que les premières lettres pour Adopi partent ces jours-ci, mais le marché du téléchargement légal explose déjà, donc à quoi ça sert? Ça va marcher encore mieux, tu vas voir. Ouais, ça va marcher encore mieux. Et juste pour rester dans l'esprit de l'internet bullshit, on ne pouvait pas s'empêcher de relever ce petit passage de Frank Riester. D'abord, c'est un outil relativement nouveau. C'est un environnement qu'il faut réguler, je suis convaincu. Il faut adapter le système. Voilà. Bon, il nous a pas fait le coup du Grenelle. Réguler. Voilà, toujours Internet, il faut réguler. Mais laissez-nous tranquille. Leave Internet alone. Voilà, c'était l'Internet bullshit. On passe. Allez, souvenez-vous, c'était il y a un peu plus de 6 ans pour le coup. Creator of Alias. 48 survivors. 1,000 miles off course. You're gonna be okay. They survived the worst. What the hell was that? Did anybody say that? Or did they? Lost ABC Wednesdays this fall. Alors c'était le premier teaser pour. C'est la première fois que je le réentends depuis l'époque, et encore à l'époque, je pense que c'était sur la première chaîne française, moi, que j'avais vu les premières images de Lost. Alors ce que j'aime bien, c'est le titre déjà par les créateurs d'Alias. Voilà. C'est genre, mais qui se souvient de Alias avec tu vas te prendre une volée de bois vert dans les forums, toi, je sens. Jennifer Garner, c'est ça? Jennifer Garner, inoubliable dans. Non, j'ai oublié. Non, je ne sors pas dans son rôle d'Electra dans Daredevil. Voilà. Non. Et dans Electra tout seul, l'énorme navet de Rob Bowman, qui est oui. absolument abject. Donc oui, c'était très marrant. Là, on vient d'entendre l'un des premiers teasers pour l'espèce de pilote qui arrivait sur ABC. C'était donc la date exacte, le 22 septembre 2004, donc il y a 6 ans, à quelques jours près. C'était le pilote le plus cher de la télévision, et je suis pas sûr qu'en 6 ans le record ait été battu. Peut-être, faudra vérifier. Mais en tout cas, c'était un des plus chers jamais produits pour la télévision américaine, réalisé par J.J. Abrams, donc créateur d'Alias, scénariste d'Armageddon aussi, j'ai vu ça sur IMDb. Et donc c'était un show qui arrivait comme ça avec un espèce de budget extraordinaire, un pitch plutôt intéressant, un peu entre Robinson Crusoe, Sa Majesté les Mouches. Enfin voilà, c'était quelque chose sur une île avec les survivants d'un crash, et il se passait des trucs un peu chelous sur l'île en question. Alors 6 ans plus tard, que retenir de cette série qui a quand même donc fait 121 épisodes en tout, plus les petits bonus, les webisodes, etc. On va pas rentrer dans un débat là-dessus parce que je pense que rien qu'à voir. Remarque peut-être qu'il n'y aurait pas de débat parce qu'on est d'accord avec toi. Enfin, tu vois. En même temps, c'est vrai que toi, tu n'as jamais dépassé, je crois, les 3 premiers épisodes, un truc comme ça. Non, t'as fait la première saison quand même. J'ai fait la première saison et j'ai abandonné la moitié de la deuxième. Ouais, pareil. D'accord, voilà. Lâcheur. mais en même temps, la plupart des gens ont aussi un peu cette. C'est une série Lost. La plupart des gens, par exemple, dans les commentaires sur écran, quand on a fait le papier pour rappeler les 6 ans, on lisait beaucoup des commentaires assez négatifs dans l'ensemble, ce qui n'est pas forcément curieux et étonnant. Mais en même temps, c'est beaucoup de gens qui avaient abandonné la série. Et comme beaucoup d'ailleurs, il suffit de voir les chiffres d'audience, que ce soit aussi bien aux États-Unis qu'en France sur TF1. Il faut se rappeler qu'à l'époque, ne serait-ce que sur TF1, c'était diffusé en prime time le samedi soir. Oui, l'été, c'était un peu la saga de l'été à l'américaine. Et après, ça a été complètement placardisé à des heures indues, en semaine, hyper tard, en 3e partie. Ils ont gardé l'ordre de diffusion au moins J'espère, j'ose espérer. J'avoue que j'ai jamais revu depuis la saison 2 les épisodes sur TF1. Mais ça a été vraiment une série qui a perdu énormément de son appel, de son audience, et c'était à juste titre parce qu'il y a quand même eu une énorme baisse qualitative à partir de la 2e saison, on va dire, un trou noir, enfin en tout cas à quelques exceptions près, avant de repartir de plus belle, on va dire, fin de saison 3 et saison 4 sublime, etc. La saison 6 c'est pas forcément très très bien terminé pour beaucoup, mais en tout cas il y a eu, une espèce grand de débat sur la fin de la saison 6, et en fait la dernière fois, ce qui est assez drôle, c'est que la première fois qu'on a fait le podcast en partenariat avec No Life, c'était à Japan Expo, et on avait parlé justement de Lost qui s'était terminé donc quelques mois
mois auparavant, la diffusion du series finale. Et à l'époque, on avait dit autour de la table au stand No Life qu'on attendait avec impatience l'épilogue de la série, parce que le dernier épisode avait été diffusé. Oui, il était plus ou moins annoncé, cet épilogue. On savait qu'il allait annoncer, on savait que ça s'appelait The New Man in Charge, donc nouveau responsable, on va dire. Et ça devait arriver dans les bonus du coffret DVD Blu-ray, qui est déjà sorti en fait aux États-Unis. Il est sorti le 24 août et il arrive en France début octobre, le 6 octobre si je ne m'abuse. Et le fameux épilogue est d'ores et déjà visible sur Internet, et pas forcément en téléchargeant illégalement en réseau peer-to-peer ou autre. C'est visible sur plein de sites qui l'ont embédé, donc on peut le lire. Il y a même des versions sous-titrées en français qui circulent. Qu'est-ce que vaut cet épisode qui dure épilogue, pardon, pas épisode, qui dure 11 minutes et 56 secondes. Je vais pas en dévoiler la teneur pour ceux qui l'auraient pas encore vu, mais disons que sans surprise, faut pas non plus s'attendre à une espèce de résolution massive de plein de questions. C'est quelques questions trouvent leur réponse, mais c'est des questions hyper, on va dire, techniques, de détails, de logistique, on va dire, sur la vie sur l'île, etc. Comment c'est alimenté, par exemple, comment la bouffe arrive sur l'île, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des micro-détails qui n'avaient pas, à mon avis, gêné grand monde sur la fin de la série. Et ce qui est assez drôle dedans, c'est qu'ils disent en gros aux personnages, et donc par extension aux spectateurs, non mais vous posez pas trop de questions, ça va, ça va aller. Ouais. Donc voilà, donc les gens vont pouvoir réévaluer. Ce qui est assez drôle, c'est que la série s'est terminée donc il y a quelques mois, et aux États-Unis, et je pense que ça ne devrait pas tarder à arriver en France, encore qu'il faudra vraiment qu'on trouve des warriors pour faire ça. Il y a des Lost Marathon, des marathons Lost qui sont organisés, où les mecs se fassent quand même les 121 épisodes d'affilée. Donc ils en ont pour, j'ose même pas calculer, mais plusieurs jours. Sans dormir. Sans dormir, et pas seulement chez eux, entre potes, devant leur écran plein, dans des cinémas qui sont mis à leur disposition. Donc c'est évidemment pas le genre de truc qui peut être refait chaque semaine, vu l'infrastructure que ça demande, mais je pense que ça risquerait d'arriver en France. Et ce qui est assez drôle, ou assez triste en l'occurrence, c'est de voir ce que sont devenus les personnes responsables de la série, en l'occurrence les co-créateurs ou ceux qui avaient les rênes de la série sur la fin. Donc J.J. Abrams, lui, continue sa carrière au cinéma. Alors d'un côté, sa carrière au cinéma est assez bandante, parce qu'il va arriver avec Super 8 l'année prochaine, un espèce de film mystérieux avec des extraterrestres produit par Spielberg, qui a l'air d'être pas mal d'après ses premières images. Et en même temps, il s'est compromis dans la réalisation d'un pilote d'une série qui a été diffusée la semaine dernière aux États-Unis, qui s'appelle Undercovers, qui est un mix entre Mr. et Mrs. Smith et Chuck, une espèce de série d'espionnage bidon avec plein de tournages soi-disant en Europe, mais en fait c'est dans le garage des studios Warner à Los Angeles avec des fonds verts, et qui est vraiment pas terrible. Donc voilà, et Damon Lindelof et Carlton Cuse, eux, poursuivent un peu leur route. C'était les deux scénaristes qui s'occupaient de la série à la fin, et l'un des deux, c'est Lindelof, je crois, bosse sur la suite de Star Trek de J.J. Abrams et sur la préquelle d'Alien que réaliserait Ridley Scott, ce qui est plutôt intéressant, ma foi. Qui est plutôt une nouvelle. Et pour tout ce qui est nouvelle série dont je parlais, Undercovers et compagnie, on en reparlera, je pense, la semaine prochaine ou après. Voilà. Sur la rentrée US. On fera un bilan sur les rentrées, les nouvelles séries, les nouvelles séries et les nouvelles saisons aux US, parce que c'est en ce moment même. Oui. C'est en ce moment même. Voilà, alors attention, votre accès à Internet a été utilisé pour commettre des faits constatés par procès-verbal qui peuvent constituer une infraction pénale. Voilà, on l'attendait, ça y est, la lettre, le mail, le contenu du mail envoyé aux pauvres internautes contrevenants, oui, bon. Ou suspectés, aux méchants pirates, voilà. Non, pas du tout. Voilà, le contenu du mail a été dévoilé, et les premiers mails devraient partir. Si on est diffusé ce mercredi, il devrait partir demain. Demain, ouais. Donc ça a été long à l'allumage, mais ça y est, la grosse machine, la subtile machine d'Adopi s'est enclenchée. Donc là, à l'heure où on vous parle, le modèle vient d'être publié. Et en fait, il faut savoir qu'Eric Walter, le secrétaire général de l'Adopi, nous disait que une fois le modèle de ces mails d'avertissement publié, il fallait compter donc 48 heures avant l'envoi de la première fournée des mails d'avertissement. Donc soyez attentifs si vous êtes des vilains pirates. Donc on s'y attendait un petit peu depuis une semaine, parce que ça s'agite du côté de la Adopi. Début de semaine dernière, je crois, PC Impact disait que les FAI avaient reçu les premières demandes d'authentification des adresses IP récoltées. Donc ce que les FAI ont confirmé très rapidement. C'est-à-dire que, pour rappeler, comment
comment ça marche ? C'est-à-dire qu'il y a une société privée qui avec des agents Trident Media Guard qui bosse pour les ayants droit, qui repère sur les réseaux peer-to-peer les vilains pirates, qui repère les adresses IP en tout cas. Voilà, c'est la subtilité. C'est la subtilité. Les adresses IP. Ensuite, qui les envoie à Adopi. Et Adopi envoie aux fournisseurs d'accès Internet, Free, Orange, Neuf Télécom, etc. SFR, pardon. Bref. SFR, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Et en fait, les fournisseurs d'accès renvoient l'adresse, le code postal, l'adresse toutes email. Toutes les coordonnées, le nom, numéro de téléphone, entre autres informations. Et les FAI, légalement, ont 8 jours pour traiter la demande de l'Adopi et retourner toutes ces coordonnées. Et visiblement, les délais ont été respectés puisque juste après l'annonce de l'envoi de ces premières requêtes de demande d'authentification, donc, on a appris que les FAI avaient globalement joué le jeu et avaient répondu. Certains plus fair-play que d'autres. Certains sites d'information ont laissé entendre que peut-être Free avait envoyé ses coordonnées sur papier, ce qui veut dire que ça peut, si c'est vrai, ça peut alourdir considérablement le traitement. Sans blague. Voilà. Donc, faire le repère. C'est quelle ligne là ? Alors t'as dit 123, 92, 61. Quoi ? C'est quoi l'autre ? Ah merde, on recommence tout depuis le début. Voilà, en gros c'est ça. Alors évidemment, Free ne confirme ni n'infirme. De la même façon, du côté de la haute autorité, on se garde bien d'aller confirmer cette information, mais Eric Walter, toujours, concède que si... Le secrétaire général de l'Adopi, voilà. Concède donc que si ce scénario venait à se réaliser, mais seulement si, parce que ça s'est pas fait, ça pourrait effectivement avoir un impact, je cite, sur la procédure et affaiblir la sécurité des données. Donc c'est pas très réjouissant et ça pourrait considérablement affaiblir dans le cas de Free qui enverrait donc massivement ses mails, quoi, puisque c'est un FAI important. Alors normalement, on parle de première fournée, mais en fait c'est le début du processus, c'est-à-dire que il faut. C'est la riposte graduée, attention. Oui, mais oui, sur cet aspect-là, évidemment, c'est le mail d'avertissement qui va précéder l'envoi de lettres recommandées et la transmission du dossier au juge. Et après, normalement, les ayants droit voulaient envoyer 10, 20, 200, 150 000, combien de mails par 15 000, jour déjà, 15 000 mails par jour. Donc là, voilà, c'est vraiment le tout début du processus et c'est quelque chose qui s'enclenche et qui va durer. Ouais, donc là on parle de 800 demandes, requêtes envoyées au FAI, ce qui n'a pas été confirmé du côté de l'Adopi, puisqu'il communique très peu sur les chiffres et les contenus des requêtes. Mais oui, on est très loin, on est en phase de rodage. Donc, mais bon, ça devrait partir bientôt, les prochains mails d'avertissement. Et parallèlement à ça, il était aussi question quand même, pour l'Adopi, c'est un de ses rôles fondamentaux, d'orienter et d'assister les internautes via des plateformes, donc sur Internet, via le site adopi.fr, mais aussi via... Qui n'est toujours pas en ligne à l'heure où on se parle. Voilà, et via un centre d'appel officiel fait d'une petite dizaine d'opérateurs. Donc, le site Internet n'est toujours pas en ligne. On entendait des rumeurs qui disaient que ça devait être lancé, je crois, en début de semaine dernière. Pareil, ça a été repoussé. Pour Eric Walter, ce délai n'est pas très grave, c'est juste qu'on procède au dernier ajustement. Pour d'autres, ce retard à l'allumage est dû aux menaces d'attaque DDoS qui circulent sur le web. Il y a des attaques de service. C'est-à-dire on sature un serveur avec des requêtes et le serveur ne peut plus répondre. Exactement. Donc c'est vrai que sur la toile depuis quelques temps, il y a des appels au calme, il y a des appels à lancer ces attaques. C'est un petit peu une ambiance un petit peu délétère. De ce côté-là, la haute autorité se dit un petit peu résignée parce qu'on ne peut rien faire concrètement contre ces attaques, mais elle confirme qu'effectivement il y a un intérêt manifeste pour ces serveurs, même si elle dit que depuis quelques jours ça s'est calmé. Voilà. Et du côté du centre d'appel, juste, il y a eu un lancement un petit peu prématuré sur Free en fait, qui a lancé une nouvelle rubrique dans sa fac, intitulée FAQ, oui. Oui, pardon. Foire aux questions. Oui, voilà, sa foire aux questions sur son assistance, en ligne. Le Free a lancé une nouvelle rubrique intitulée Adopi nos conseils et a glissé le numéro du centre d'appel d'Adopi, donc c'est un petit peu prématuré. Et effectivement, ça n'a pas tardé. Le numéro a circulé sur Twitter, a fait l'objet de tests de certains sites spécialisés, mais là encore, Eric Walter est parfaitement serein, dit qu'il faut prendre ce débat de façon dépassionnée. Et il trouve que c'est une excellente chose pour les opérateurs, une très bonne formation que d'être confronté aux questions des anti-Adopi. Voilà.
Voilà, bon donc de toute façon, on vous avait prévenu, on en reparlera. Normalement, les mails vont commencer à arriver et on aura peut-être des premières réactions, des choses, les premières personnes qui auront reçu les mails, qui vont réagir. Peut-être même que ce sera nous. Enfin non, ça risque pas, on ne télécharge pas. Non, mais concrètement, la prochaine étape surtout, c'est la labellisation des moyens de sécurisation, parce qu'il faut rappeler que c'est ça qui permet en fait aux abonnés visés et suspectés de se défendre. Parce que en fait, c'est marqué dans la lettre. Maintenant, j'ai ma nouvelle référence, c'est le courrier Adopi. Je vais l'encadrer dans mon bureau. L'encadrer. En effet, votre accès à Internet a été utilisé pour mettre à disposition, reproduire ou accéder à des œuvres culturelles pour le protéger par le droit d'auteur. Donc voilà, c'est en tant que titulaire d'un accès à Internet qui a été utilisé à des fins de piratage. Donc c'est pas le piratage lui-même qui est visé. Voilà. C'est pour ça. Mais donc ces moyens de sécurisation n'ont toujours pas été labellisés. On vous en a parlé dans ce podcast déjà. Ça devrait être labellisé d'ici fin octobre. C'est toujours en cours de réflexion, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal, vu que c'est précisément ça qui permet aux abonnés, aux internautes de se défendre. Alors, sur cette question, Eric Walter s'anime un petit peu, disant que l'absence de label officiel n'implique pas l'absence de moyens de sécurisation, ce qui est vrai. Il y a des pare-feux, tout ça. Mais comment expliquer aux internautes qui appellent, par exemple, au centre officiel, que oui, il existe des moyens, mais comprenez-vous, pour le moment, ils ne sont pas tout à fait officiels. Enfin, ça rajoute une opacité à cette lourdeur de la machine Adopi. Je crois avoir lu aujourd'hui qu'il disait que le fait d'éteindre son ordinateur, par exemple, faisait partie de la liste des moyens de sécurisation. On nage un petit peu dans l'absurdité, là. Un marteau. Voilà, un marteau, c'est un moyen de sécurisation. Voilà. J'ai jeté mon ordinateur par la fenêtre. Donc voilà, c'est sécurisé. Ok, de toute façon, on reviendra, dessus, forcément. Le chronophage de la semaine, cette fois-ci, c'est un petit singe et plein de ballons à exploser. Alors ça s'appelle Bloons 2. Alors Bloons, c'est quand même pas nouveau, le principe, c'est pas nouveau. Il y avait le premier Bloons déjà. Je sais pas si vous y avez joué, vous auriez dû. C'est vraiment un des comment dire, une référence, quoi. Voilà, c'est une référence, c'est un des jeux fondateurs du grand mouvement chronophage qui a envahi Internet et qui nous fait perdre des heures et des heures devant notre machine. Donc déjà à l'origine, c'est un certain nombre de ballons disposés sur l'écran et avec des fléchettes ou des évolutions, des boomerangs, des choses comme ça. Des ballons qui libèrent des abeilles qui vont péter, donc tous ces petits ballons à exploser. C'est très jouissif. Le but, c'est toujours pareil, c'est exploser les ballons. Donc, forcément, c'est jouissif. Et donc on a aussi des boomerangs, des avions qui peuvent exploser, des lignes de ballons. Des avions qui peuvent exploser ? Oui, avions qui servent à exploser les ballons. Ah oui. Qui peuvent exploser. C'est un jeu un peu terroriste sur les bords. Non. D'accord. Non, il y a des jeux comme ça, mais c'est pas celui-ci. Non, c'est mignon. Il y a un Wistiti et des abeilles. C'est pas. Un Wistiti, des abeilles, des ballons. C'est pas nocif. C'est mignon. Et donc la recette du bonheur. Quand même, il faut préciser que c'est une évolution. Enfin voilà, que Bloons sert énormément. Enfin, c'est une base de référence avec ces petits ballons. Il y a notamment les excellents Bloons Tower Defense dont je suis absolument fan. J'y passe des heures à chaque fois. Alors, je crois qu'ils en sont au 4 où c'est la même chose. Donc c'est le principe du Tower Defense. Il y a des petits ballons et on place ces tourelles qui balancent des fléchettes et qui se chargent d'éliminer les ballons avant qu'ils arrivent à la fin du parcours. Voilà. Et puis il y en a plein d'autres. Il y a Bloons Super Monkey. Il y a plein de choses comme ça. Et donc ce Bloons 2, voilà, c'est un peu comme la sortie de StarCraft 2 cet été. Voilà, si on peut se permettre des comparaisons. Voilà, c'était le chronophage à retrouver sur la rubrique chronophage d'écran.fr, of course. Maintenant, parlons, c'est la minute même, Parlons d'un petit animal. Un petit animal. Voilà. Présente-le-nous, Alexandre. Son petit nom, c'est Pédobert. Écoutez, j'ai envie de vous le présenter façon Wikipédia. Et c'est même pas façon Wikipédia, je vous lis tel quel ce qui est marqué sur la version française de Wikipédia, dont on va parler tout à l'heure. Et non, parce que c'est assez drôle. Vous savez que Wikipédia, c'est la neutralité, c'est l'objectivité, c'est voilà. Donc c'est fait de façon hyper carrée. Et quand on va sur la fiche française, en tout cas francophone, de Pédobert, on voit la classification un petit peu façon animale. Genre mâle, espèce ours, cheveux marrons, yeux noirs, activité
kidnappeur d'enfants, caractéristique, allégorie de la pédophilie. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez carré, on va dire, Voilà. c'est très wikipédien. Alors, pédobère, c'est assez marrant, on parlait la semaine dernière avec le mème d'Anthony Dodson, le fait divers, c'était un fait divers qui, comme souvent, avait inspiré ensuite des blagues récurrentes sur Internet, le mème, etc. Pédobère, et ça a été popularisé par les image boards, les forums, notamment 4chan. C'est donc un petit personnage qui vient du Japon, qui était présenté sur diverses, on va dire, documentations, présentations, qui n'étaient pas du tout pour se moquer ou pour inciter en tout cas à la pédophilie. C'était des genres des avertissements. Par exemple, ça naît de plusieurs, ça a eu des variantes, ça a évolué, on va dire, cette espèce de petit ourson un peu louche. Et donc, au final, l'utilisation principale, c'était pour se moquer de certains personnages de manga qui étaient court vêtus et un peu jeunes, etc. Ça a été ensuite réutilisé donc par les forums internet et c'est depuis régulièrement collé, remixé à coup de JPEG sur Photoshop sur des images où, grâce à la présence de ce petit animal, l'image prend un sens totalement différent. Alors c'est vrai que c'est aussi souvent le cas quand on ne connaît pas le mème, ça peut forcément choquer, ça peut forcément se dire c'est quoi ce truc. Il y a des internautes qui jouent avec ce drame même, ce drame humain qu'est la pédophilie et en fait ça devient un sujet de moquerie. Et alors il faut voir que c'est une dérive, donc c'est pas se moquer de la pédophilie, c'est se moquer des gens qui soit l'utilisent comme un espèce de repoussoir d'épouvantail absolu comme ça arrive pour réguler Internet évidemment comme d'habitude, soit sur on parle de bandes-annonces où il y a des petits trucs par exemple après ça peut être des trucs vachement plus on va dire franc du collier, plus juste l'humour bête et méchant, plus bête que méchant d'ailleurs en l'occurrence, notamment on va dire parodie de bande-annonce. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2009 il y avait Meryl Streep et Philip Seymour Hoffman qui jouent dans un drame américain genre l'espèce de bête à Oscar qui s'appelait Doute, où il y avait, ça se passait dans une institut catho où il y avait un curé qui était un peu soupçonné d'attouchement, etc. Et du coup collegehumor.com, site hautement mainstream, c'est vraiment un site grand public d'humour américain, avait remixé la bande-annonce, enfin on avait refait une autre en remplaçant le personnage du curé un peu louche par le gentil ours pédobère. Donc du coup c'était la réutilisation, et ça avait d'ailleurs énervé beaucoup de gens sur 4chan qui n'étaient pas forcément contents de voir un petit peu leur bébé, mais on se comprend, réutilisé comme ça pour quelque chose de très grand public, etc. Et la raison pour laquelle on parle de pédobère aujourd'hui, qui est un mème qui est vieux comme Hérode, enfin qui a quelques années, c'est qu'on en a fait un article il n'y a pas très longtemps sur écran dessus pour justement montrer comment des gens qui n'avaient pas forcément connaissance de la chose, de son humour, de son côté 36e degré, pouvaient parfois prendre au sérieux quelque chose comme ça. Je vais vous montrer, et vous pouvez le voir d'ailleurs sur écran, le bulletin d'information qu'a sorti un bureau du shérif de San Luis Obispo, comme le grand chanteur du même nom. C'est en Californie. C'est un message d'information pour le public, et c'était suite à la convention Comic-Con qui a lieu pourtant pas très près d'ici, mais c'est en Californie quand même. Comic-Con, un peu comme Japan Expo où on était nous en juillet dernier. C'est un grand rendez-vous de geeks, de nerds qui se déguisent, il y a du cosplay, etc. Et il y avait des gens, en l'occurrence là il y avait une personne qui s'est déguisée en pédobère, un peu comme nous d'ailleurs quand on a vu à Japan Expo. Et cette personne, il y en avait à Japan. Il y en avait plein, enfin pas plein mais il y en avait. Et cette personne-là avait été escortée en dehors de la manifestation, du salon, et il y a eu des énormes, on va peut-être entendre un extrait. Voilà, on entend un extrait du shérif qui est très inquiet. It's not just an image on your computer screen. It can be a predator dressed up and looking for his next victim. These are pedophiles. These are people that prey on our children. As in the case. Voilà, il y a une confusion mais incroyable. C'est un pédophile. Il le dit. C'est un pédophile. Le mec déguisé en pédobère est un pédophile. Et ce n'est pas ce que dit au début la présentatrice. Ouais. Ce n'est pas juste une image sur votre ordinateur. Ça peut être un prédateur sexuel à la recherche de ses proies. Exactement. Donc là, c'est le truc mais incroyable. C'est comme si on voyait dans un festival de country quelqu'un déguisé en cow-boy. C'est forcément quelqu'un qui tire vraiment sur des gens, quoi. C'était assez incroyable comme confusion. Ça a été donc passé à la télé. Il y a eu le bulletin dont on parlait tout à l'heure. Il y avait pas mal d'articles. Et heureusement, ça s'est un petit peu dégonflé quand même. Mais ça montre bien quand même comme quoi l'humour un peu bête et méchant du web, des forums, etc., qui nous fait marrer quotidiennement, quand elle est prise par des gens qui débarquent un peu dans cet univers-là, ça peut avoir des confrontations assez incroyables. Nous sommes là pour vous expliquer. Éduquer les masses. Non, quelqu'un qui a un t-shirt pédobère n'est pas forcément un Marc
du tout en plus. Et juste pour préciser que ces gens qui peuvent se servir de cette utilisation de la pédophilie à des fins humoristiques, voilà, c'est pas forcément, voilà, ils prennent au sérieux le problème même de la pédophilie. Il y a l'exemple d'ailleurs en 2007, les Anonymous, donc une espèce de collectif à géométrie variable, on sait pas vraiment qui, comment, Anonymous, quoi. C'est un collectif, c'est pas vraiment un collectif, je me suis un peu trompé. Une entité, voilà, une nébuleuse, qui est connue notamment pour son combat contre la scientologie. Et ben en 2007, les Anonymous avaient participé pleinement à l'arrestation d'un pédophile qui est condamné depuis, en trouvant ces traces de ses activités sur Internet. Ils avaient publié une vidéo, ils avaient envoyé ça aux autorités américaines et le gars avait été arrêté. Donc voilà, faut pas confondre, au contraire, des gens qui sont très au fait là-dessus, qui sont du genre à alerter tout de suite les autorités, et les gens qui le font vraiment. Chers amis, nous sommes complètement à la ramasse en termes de temps, donc on va passer au sujet suivant avec ce qu'on trouve sur YouTube au niveau créatif. Voilà. Cette vidéo de 8 bits Lego, c'est une vidéo mythique qui date d'un an à peu près. Voilà, elle avait cartonné sur YouTube et là elle est dans la présélection donc des YouTube Play. Exactement, en fait on en avait parlé sur écran au moment de son lancement en juin dernier. Le concours YouTube Play vient d'opérer une présélection de 200 vidéos. Bon, pour ceux qui avaient un petit peu zappé l'événement, YouTube Play c'est quoi ? C'est donc un concours qui recherche des vidéos créatives, pas quelque chose d'aujourd'hui mais de demain, rien que ça, et qui va récompenser en fin octobre prochain 20 vidéos sur ces 200 présélectionnés en les diffusant dans les prestigieux musées Guggenheim. Donc c'est pas mal comme... C'est pas mal, YouTube qui débarque au musée, c'est assez impressionnant. Classe. Et donc on peut voir sur la page YouTube Play, vous pouvez y accéder via écran.fr, l'article en question. Donc cette présélection, c'est vrai que on se met à surfer, c'est des vidéos entre 1 minute et 4 ou 5 minutes. Ouais. Franchement, il y a de tout, il y a impressionnant la créativité. Il y a des animations, des clips musicaux, de l'expérimental, du narratif, du pas narratif, de l'absurde, du what the fuck, tout ce qu'on veut. Il y a du bon et du moins bon forcément, mais si vous avez quelques minutes à perdre, quelques c'est sympa. Heures. Oui, quelques heures, allez. Quelques heures à perdre, vous pouvez naviguer, c'est super impressionnant. Voilà, YouTube Play, donc YouTube au musée Guggenheim. Juste, on en profite de cette parenthèse YouTube pour signaler le nouveau clip d'Okego. Alors Okego, c'est quoi ? C'est un groupe qui a utilisé YouTube d'une manière magistrale, et la première fois c'était avec ce clip-là que vous connaissez sans doute déjà. Si vous ne connaissez pas, brouillez-vous. Et donc ça c'était il y a 3 ans je crois, facile. Et donc en fait ils viennent de sortir leur nouveau clip, White Knuckles. Exactement. Et encore une fois, là c'est pas des tapis roulants, c'est des chiens savants et une utilisation hallucinante de numéros de cirque. Et une maîtrise du plan séquence à chaque fois. Enfin il y a pas. Et la musique est bien en plus. Et la musique est bien, ce qui n'enlève rien à la chose. N'enlève rien. Et cette fois-ci il y a des chiens, c'est formidable. On écoute. You never get the paw print out of the hen house now, and you can't go back the same way you came. Round all the pieces up, but they just don't get the same. White knuckles, maybe it's not so bad. So let your head down now.
Donc ce qu'on entend là, c'est les seaux empilés pour faire les numéros de cirque. Donc ils sont tous en train de tourner, les clébards, les musiciens. Ce que j'aime beaucoup, il y a leur clip, un de leurs clips précédents aussi, qui était un espèce de montage absolument hallucinant sur des réactions en chaîne aussi. La machine de, j'ai oublié son nom. Voilà. Et vraiment, OK Go, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand ils font leurs clips, qui sont vraiment des clips très très travaillés, on sait que c'est pas pour MTV. En fait, c'est vraiment des clips pour YouTube. C'est vraiment des clips pour une diffusion internet, et ils ont travaillé ça, et chacun de leurs clips est un succès phénoménal. À chaque fois, ils le méritent. Voilà, c'était OK Go. On passe, oui, c'est sprint, mais on est à la bourre. Allez, on l'a fait rapidos. Allez. Wikipédia, le million, ciao. Non, on va faire un peu plus rapide quand même. Bien joué. La version française de Wikipédia a atteint enfin le million. Enfin, quand je dis française, encore une fois, c'est francophone. N'oublions pas nos amis belges, suisses, québécois, etc. Parce que les versions de Wikipédia, c'est par langue et non pas par pays. C'est par langue. En l'occurrence, 272 versions linguistiques. Je crois même qu'il y a du Klingon, si je ne m'abuse. Ce serait pas impossible. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a donc 1 million d'articles dans la version francophone. Ça s'est passé la semaine dernière, plus précisément dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors on ne sait pas si c'était côté mercredi ou côté jeudi. Si c'était côté jeudi, donc le 23 septembre, ça veut dire que nous avons un énorme winner parmi nos lecteurs d'écran.fr. Je vous explique pourquoi. C'est en janvier dernier. En janvier dernier, il y en avait 900 000. Il y avait 900 000 articles sur la version francophone. À cette occasion-là, Écran, salut Camille, faisait un petit article pour préciser qu'il y avait déjà des spéculations qui allaient bon train sur la sortie du millionième article en version francophone. Et avec des petits calculs savants, etc. Écran avait prédit le 14 septembre, donc un peu en avance. Pas loin quand même. Ouais, pas loin. Bon score, pas loin. Et donc il y a plusieurs lecteurs avaient soumis leur proposition dans les commentaires en forum, et un d'entre eux avait sorti le 23 septembre. C'était Lucas FR. Bref, bonjour à lui ou à elle, à lui je pense. À lui. Donc voilà. Et grosso modo, on va pas vous sortir tel quel l'article d'Écran. Vous pouvez le lire sur le site, sur tout ce qui est statistiques, chiffres de Wikipédia. Ça continue bien à marcher, et actuellement, au moment où on enregistre l'émission en tout cas, Wikipédia fait un petit peu parler de lui dans les médias par le biais de son fondateur Jimmy Wales, qui n'est pas très content par un autre wiki, mais qui n'a de wiki que le nom, c'est WikiLeaks. Voilà, le fameux site, vous savez, qui sort des fuites, des documents confidentiels. Jimmy Wales, on en a parlé ? Non, pas encore. Mais on en parle pas dans le podcast, mais on va certainement en reparler. On a déjà parlé sur Écran, ça c'est certain. WikiLeaks, donc, qui n'est pas du tout un wiki au sens document participatif qu'on peut corriger, éditer comme ça directement. Donc Jimmy Wales faisait un petit peu la gueule à ce niveau-là. Mais voilà, je pense qu'on fera des paris sur Écran pour le 2 millionième article, j'imagine. Oui. On s'engage un peu, mais on s'engage un peu. S'engage un peu. Mais faites vos jeux. Allez, on termine. Alors, je t'en ai peut-être un peu voulu d'avoir réédité ton exploit de la semaine dernière, d'avoir fait fermer un forum sur écran.fr. On va essayer de faire la même chose. Non, c'est pas vrai. La semaine dernière, on a eu petit débat pour ceux qui n'ont pas suivi sur les forums de No Life et surtout sur les forums d'Écran. Petit débat, des gens n'ont pas vraiment compris la façon dont on avait apprécié et parlé d'un trailer qui passait la semaine dernière dans le podcast, qui s'appelle Endiran, Robot, un film indien, plus particulièrement de Kollywood, la région tamoule. Très bon trailer qui nous avait fait énormément marrer parce que c'était bien foutu, avec des effets spéciaux de taré, des moments de comédie musicale entre deux dégommages de voitures, etc. Et des gens ont pensé qu'on se moquait de la gueule du film, et surtout en plus de la population indienne. J'ai sorti un moment en parlant de la distribution potentielle du film en France, qui à l'heure actuelle n'est pas encore totalement définie, qu'on trouverait peut-être le film en DivX vendu à République par des paquis. Ce n'était pas du tout une insulte, ce n'était pas du tout pour faire de la peine à des gens, c'était malheureusement pour au contraire regretter la mauvaise distribution de ce genre de film là en France. Et du coup, comme on est super gentil aujourd'hui, après avoir parlé d'un film de Kollywood la semaine dernière, on va parler d'un film de Bollywood, en l'occurrence le 3e volet d'une trilogie donc, qui s'appelle Golmaal, et on va écouter ce que ça donne. Sans rien. Hey! Golmaal 3. Golmaal 3, après un premier Golmaal en 2006 qui s'appelait Fun Unlimited et un deuxième en 2008 qui s'appelait Golmaal Returns. C'est des comédies bourrées d'action. J'ai pas trop bien compris le pitch parce que les résumés sont comme ça sur IMDb, Wikipédia et compagnie. En tout cas, les 3 films sont réalisés par un même réalisateur qui s'appelle Rohit Shetty. Ne comptez pas sur moi pour faire un mauvais jeu de mots sur son nom de famille. Et donc voilà, ça sort le 5. Il peut pas s'en empêcher. Non, mais c'est incroyable. Ça sort le
5 novembre prochain en Inde et on n'y sera pas, mais on essaiera de le voir quand même. Voilà. Bon bah merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine sur écran.fr et évidemment sur No Life. Ciao. Salut. Ciao.